Bonjour, aujourd'hui avec Kevin, on va parler de la micro-entreprise, les seuils de micro-entreprise, la franchise de TVA, les BIC, les BNC, plein de questions que tu te poses et auxquelles on va répondre. Jean-Luc, j'avais envie Kevin. de voir avec toi le sujet de la micro-entreprise, Mm. puisque c'est un sujet qui peut être compliqué pour ceux qui se lancent. Je sais que toi, tu as accompagné plus de 1300 entrepreneurs. Donc voilà, j'avais besoin d'avoir un peu ton éclairage sur tout ça. La question, c'est de se poser, c'est quoi les limites de la micro-entreprise ? C'est quoi les différences qu'on peut avoir entre BIC, BNC ? C'est quoi qu'il faut anticiper pour pas se retrouver pris au piège ? Et surtout, est-ce que c'est une bonne idée ? Du coup, ma première question, c'est est-ce que la micro-entreprise, c'est une alternative au salariat ou est-ce que c'est un piège ? Alors la micro-entreprise, déjà quand tu veux lancer ton entreprise, c'est une super bonne idée pour démarrer. Moi souvent c'est ce que je conseille aux entrepreneurs qui viennent me voir, qui veulent lancer leur entreprise, plutôt que partir tout de suite sur une grosse structure genre SAS où en effet tu vas avoir le statut de salarié, ou URL pareil où tu vas démarrer tout de suite avec des frais, des cotisations sociales, etc. Donc la micro-entreprise, vraiment ça n'engage pas grand-chose. Pour commencer ton activité, ça te coûte rien. Tu t'inscris sur l'INPI, ça coûte 0 frais. Et puis surtout, tant que tu fais pas de chiffre d'affaires, t'as rien à payer. T'as pas de cotisation sociale à payer. T'as rien du tout. Donc si ton activité, elle marche pas, très facilement, tu peux fermer ta micro, ça t'a rien coûté du tout, sauf éventuellement des frais que tu as pu engager pour ton activité. Mais au niveau social, au niveau impôt, au niveau administratif, ça va coûter 0. Donc c'est la solution idéale pour démarrer son activité si on n'est pas encore sûr de son marché, si on est encore en phase d'études, de prospection, c'est vraiment le mieux. Il y a des gens qui veulent créer leur micro-entreprise mais qui ne sont pas au courant de ce que c'est un code APE, par exemple. Qu'est-ce que c'est et comment on sait lequel on doit choisir ? Alors, ton code APE, en fait, c'est pas toi qui le détermine. Quand tu vas t'immatriculer, en fait, immatriculer ton entreprise, c'est l'INSEE. l'INSEE va déterminer un code APE. C'est le code de ton activité. Ça sert à faire des statistiques au niveau national par l'INSEE. Et ce code, il va correspondre à l'activité que tu auras déclarée lorsque tu seras immatriculé. Alors, des fois, ça correspond pas exactement tout à fait à ce que tu pensais. Et tu peux le faire modifier. Après, c'est pas compliqué. Il y a des formulaires qui sont adaptés. Il faut les renvoyer à l'INSEE. Et l'INSEE peut modifier ton code APE. Alors, ton code APE, c'est quand même assez important parce qu'au niveau de tes assurances, etc., ça va déterminer ton activité si elle est à risque ou non. Ça va déterminer aussi pour ta convention collective après si tu as des salariés. Ça va déterminer également si tu es BIC, BNC, enfin on va en parler un peu après, mais il faut faire attention au code APE en effet qui t'aura été attribué par l'INSEE, sachant que c'est pas définitif, tu peux le faire modifier. Ok. Je pense aussi je sais que moi quand j'ai créé ma micro-entreprise, très rapidement dans ma boîte aux lettres, j'ai eu plein de courriers. Ouais. Est-ce que ça, c'est des pièges ou est-ce que c'est important ? Ouais, alors ça, il faut faire très attention. Alors en effet, quand tu crées ton entreprise, tu vas recevoir plein de courriers où on va te demander de cotiser à des annuaires, notamment des annuaires européens, de registres, de commerce nationaux, enfin, donc il y a énormément d'arnaques, beaucoup de gens qui se font avoir avec toutes ces pubs, ces fausses pubs. Donc quand tu as un doute, faut surtout pas payer, surtout pas t'abonner. C'est vraiment, il y a vraiment très peu de frais en fait quand tu t'immatricules. Tu vas avoir des frais auprès du greffe. Tu vas avoir un journal d'annonce légale, si c'est une société, mais après ça s'arrête là. Plus le guichet unique de l'INPI, c'est gratuit. Donc c'est pareil, tu as beaucoup... sur Internet, tu vas avoir beaucoup d'organismes qui proposent de faire ton inscription de ton entreprise, une inscription payante, mais tu peux le faire toi-même, c'est relativement simple. Tu vas sur le guichet unique de l'INPI, ça coûte 0. Et après, en effet, tu vas recevoir plein de pubs. Et il faut être vigilant, en effet, il ne faut pas les payer. Ensuite vient les déclarations à URSSAF et tu dois déclarer si tu es en BIC ou en BNC. Voilà. C'est quoi les différences ? Alors, en effet, le BIC, en fait, c'est bénéfices industriels et commerciaux. C'est quand tu as une activité commerciale ou de prestation de services. Donc, activité commerciale, c'est assez simple. Tu achètes, tu revends. Donc là, tu es du BIC. Prestation de services, on va voir, c'est un peu plus délicat. Et BNC, c'est plus quand tu as une activité intellectuelle.
Alors pour certaines activités, c'est relativement simple, notamment les activités réglementées, par exemple le médecin, les avocats, toutes ces activités réglementées, là forcément tu vas être en BNC, mais tu peux avoir des prestations intellectuelles où là on peut être un peu sur le fil du rasoir, où il y a une zone de flou, notamment les consultants. Okay. On a de plus en plus de consultants, les personnes qui font du marketing digital, ou pareil, on en a de plus en plus. Donc, dans certains cas, ça peut être du BIC ou du BNC. Alors, ça va être du BNC quand ils vont fournir des prestations intellectuelles, qui vont travailler sur un projet bien précis, qui vont rendre à leurs clients. Ça peut être du BIC s'ils offrent un produit packagé à plein de clients. Donc là, c'est plus du commercial, tu vois, que des prestations personnalisées rendues pour un client. Alors, il faut faire attention parce qu'en effet, des fois, on peut être inscrit par erreur en BIC alors qu'on fait du BNC ou inversement. Et pour le micro, ça a un impact assez fort puisqu'en micro, si tu es BNC, ton abattement, il est de 34%. Si tu es en BIC, il est de 50%. Okay. Si tu es prestataire de service. Donc du coup, en effet, il faut bien vérifier dans quelle case on a été mis. Hein. C'est l'impôt qui va déterminer, pareil, en fonction de ce que tu auras rempli et indiqué dans ta déclaration d'immatriculation, sachant qu'il peut y avoir des erreurs. Et l'autre point également, c'est que l'administration, après, tu peux avoir exercé, j'ai eu le cas, là, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui était en BIC, donc qui pratiquait l'abattement de 50%, ouais. Et l'administration a considéré que c'était du BNC. Donc okay. Du coup, il a eu un rattrapage sur 3 ans, puisque l'abattement qu'elle appliquait n'était pas le bon. L'avantage aussi en micro, c'est qu'on peut profiter du chômage quand on lance son activité. Oui. Comment on concilie le chômage et la micro-entreprise ? Alors, la micro-entreprise, en effet, si tu crées ta micro-entreprise, tu vas avoir droit à tes ARE. Alors, il faut faire attention toutefois, puisque ton ARE, elle peut être rabotée, puisqu'elle va venir en complément de tes revenus de micro. C'est un peu moins intéressant que quand tu fais une SAS, par exemple, une SASU, puisqu'en SASU, tu as la possibilité de ne pas te rémunérer. Donc, si tu ne te rémunères pas, France Travail va dire, en effet, la personne, elle n'a pas de revenus, donc tu vas toucher tes ARE en totalité. Okay. En micro, c'est pas possible ça, puisque tu dois déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois, et si on voit que tu as du chiffre d'affaires, en effet, ton ARE, elle va être rabotée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs qui choisissent la SASU, qui ne se rémunèrent pas, et puis qui touchent leur ARE, et ça leur suffit pour démarrer leur activité. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas quand on commence par une micro-entreprise ? Je pense notamment, par exemple, à la TVA, l'URSSAF, la CFE, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou ça, déjà, qu'est-ce que c'est ? Sur la micro-entreprise, il n'y a pas vraiment énormément de surprises, puisque tu vas payer tes cotisations sociales en fonction de tes recettes. Parfois, il y a des micro-entrepreneurs qui n'ont pas conscience quand même du taux de cotisation sociale qui est assez élevé, et puis qui est calculé surtout sur leur chiffre d'affaires. Alors que quand tu es au réel, tu déduis tes dépenses et tu payes tes cotisations sociales sur ce qui te reste à la fin. Oui, ça veut dire qu'en fait, c'est en fonction de ce qui rentre et non pas de ce que tu prends pour toi. Voilà, c'est ça. Donc, le risque qu'il peut y avoir, on le voit parfois, c'est que les personnes ont des dépenses quand même. Et à la fin, en fonction des dépenses qu'elles ont pu avoir, des dépenses d'installation, de marketing, achat de matériel, etc., toutes ces dépenses-là, elles ne sont pas prises en compte pour calculer les cotisations sociales. Donc elles vont payer des cotisations sociales sur du chiffre d'affaires, alors que ce n'est pas du tout ce qu'elles ont encaissé pour elles, quoi. Donc ça peut mettre certains, en effet, en difficulté si elles n'ont pas anticipé que les cotisations sociales, c'est calculé sur le chiffre d'affaires et non pas sur ce que tu gagnes réellement à la fin. Oui, moi, je sais que j'ai par exemple sur mon compte pro, j'ai un sous-compte. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui rentre, je mets un pourcentage dessus pour anticiper, et tous les trimestres, ça part depuis ce compte-là et je ne le sens pas passer, entre guillemets. Oui, voilà, il faut être vigilant par rapport à ça et savoir qu'en effet, il va y avoir des cotisations sociales à payer sur toutes les rentrées, quoi. Question aussi qui est compliquée pour beaucoup qui démarrent, c'est la question de la TVA. Oui. En micro-entreprise, TVA ou pas TVA ? Alors en micro-entreprise, tu peux être en franchise de TVA. Bien faire attention quand même. C'est quoi franchise de TVA pour ceux qui ne savent pas ? Alors la franchise de TVA, c'est être exonéré de TVA.
Donc tu ne payes pas de TVA, c'est-à-dire que tu ne payes pas de TVA, mais tu ne la récupères pas non plus. La franchise de TVA, il y a des seuils à respecter. Il faut faire attention, souvent il y a une confusion. Ce n'est pas les mêmes seuils que le chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Ils sont beaucoup plus bas en fait. Donc tu peux en effet dépasser les seuils de la franchise de TVA, c'est-à-dire passer à la TVA et rester quand même en micro. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le régime micro, donc le micro, c'est pour calculer son impôt, en fait, payer son impôt et ses cotisations sociales. La franchise, c'est un autre système. Il faut pas mélanger les deux. Okay. C'est pour dire qu'en fait, tu peux choisir, dans certains cas, d'être à la TVA et de rester en micro. Parce que être à la TVA, des fois, ça peut être intéressant, notamment si tu travailles avec des entreprises. Tu vas leur facturer la TVA, et toi, ça va permettre de la récupérer sur toutes tes dépenses. C'est mieux que si tu es exonéré de TVA, parce qu'exonéré de TVA, tu ne vas pas récupérer ta TVA sur tes dépenses. Et donc, dans certains cas, tu peux choisir d'être assujetti à TVA, donc payer la TVA, mais la récupérer, et rester quand même en micro. Et ça, c'est possible en société aussi, parce que les gens, ils pensent qu'en étant en société, obligatoirement, ils vont être soumis à TVA. Pas du tout. Tu peux passer en société, si pour toi c'est avantageux, hein. Il y a pas mal d'avantages d'être en société, et tu peux quand même rester en franchise de TVA. Faut pas mélanger les deux. Souvent il y a un mélange. Les gens disent je vais passer en société, du coup je vais être à la TVA, ou je veux rester. Enfin, tu vois, il y a. En fait, au démarrage, c'est un choix. Au Voilà. démarrage, c'est un choix, et puis après, tu as des seuils. Mais du coup, en micro, si tu es en franchise de TVA, tu as une mention obligatoire à mettre sur tes factures, je crois. Voilà, alors ça, faut faire attention, il y a une mention. À chaque fois qu'on est exonéré de TVA, que ça soit micro, si on fait de l'export, si on fait de la sous-traitance, pour chaque cas d'exonération de TVA, en effet, il faut indiquer en bas de sa facture pourquoi on est exonéré de TVA. Parce qu'en contrepartie, pourquoi il faut l'indiquer ? Parce qu'en contrepartie, celui qui reçoit la facture, en fait, il n'y a pas de TVA, il ne peut pas récupérer de TVA. C'est pour ça, c'est pour lui dire, tu ne peux pas récupérer la TVA, je suis exonéré pour telle ou telle raison. Ok. J'ai encore 2 questions. Qu'est-ce que tu dis, toi, aux gens qui se sentent assassinés par l'URSSAF, qui disent que c'est une arnaque? T'en penses quoi, toi? Ah oui, c'est rigolo ce que tu me dis, parce que justement, sur mes réseaux sociaux, il y avait un post, je crois c'est ce matin ou hier, où il y avait un post, l'URSSAF m'a tué. Ok. J'ai pas fait exprès. Alors en effet, il y avait des réactions, ils disaient moi aussi m'a tué. Moi, ce que j'en pense, c'est que il n'y a pas de raison que l'URSSAF tue quelqu'un, parce que il y a plein de possibilités en fait pour bien gérer l'URSSAF. Déjà, tu peux bien choisir ton statut pour payer le moins d'URSSAF possible. Après, tu peux ajuster tes cotisations sociales en fonction de tes revenus. Après, tu peux demander éventuellement des échéanciers pour ton URSSAF. Et puis, éventuellement, tu as des cas où tu peux ne pas payer du tout d'URSSAF. Donc, il y a plein de solutions, en fait, pour alléger son URSSAF. Puis, éventuellement, qu'elle coûte rien. Alors, qu'elle coûte rien, c'est pas la meilleure solution, à mon avis, puisque si tu payes pas d'URSSAF, pour ta retraite, tu vas rien avoir, prestations sociales également. Mais tu peux quand même arriver à bien gérer ton URSSAF pour qu'elle te coûte pas trop. Les gens qui ont des problèmes avec leur URSSAF, à mon avis, c'est d'autres soucis qu'il y a. C'est soit leurs marges sont pas bonnes, ils n'ont pas bien calculé leur prix de vente, leur coût de revient, etc., leurs bénéfices. Ils ont trop d'autres charges importantes, mais c'est pas l'URSSAF. L'URSSAF, elle est calculée en fonction de tes revenus. Donc si tu n'as pas de revenus, tu payes très peu de charges. Donc c'est un autre problème, en fait, si on a de l'URSSAF qui pose des difficultés. Ok, et je sais que dans la description de cette vidéo, tu as un lien pour qu'on puisse éventuellement avoir un rendez-vous gratuit avec toi, pour que tu puisses éventuellement aider sur les optimisations. Oui, tout à fait. Ok. Ma dernière question, c'est dans quel cas se lancer en tant que micro-entrepreneur, ce serait une mauvaise idée? C'est quoi les limites, en fait? Alors, se lancer micro-entrepreneur, c'est une mauvaise idée, je pense, et si on a oublié ses dépenses, en fait.
On a oublié que pour fonctionner, on avait des dépenses. Et donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu vas te trouver à payer des cotisations sociales qui sont assez élevées sur ton chiffre d'affaires, alors que tu as des dépenses et que, en fait, quand tu déduis des dépenses, il te reste plus grand-chose. Donc, si en plus tu rajoutes des cotisations sociales sur du chiffre d'affaires, tu vas tout de suite te retrouver en difficulté. Oui, parce qu'en fait, tu payes des cotisations qui ne prennent pas du tout en compte combien tu prends pour toi, combien tu as dépensé pour ton matériel ou quoi, et en fait, tu te fais taxer sur le global. Alors voilà. Okay. Donc, à la fin, tu enlèves tout, tes dépenses, tes cotisations, en effet, il te reste plus rien du tout, quoi. Et il y a aussi, je pense, à l'inverse, si tu sais que tu vas faire un très gros chiffre d'affaires, par exemple, et que tu vas atteindre les seuils, c'est peut-être pas la peine de se lancer en micro si tu sais déjà que... Voilà, si tu démarres ton activité, puis déjà, tu as des clients, enfin, tu connais bien ton marché, tu sais que ça va tout de suite démarrer, faut pas se mettre en micro, faut se mettre au réel. Alors, se mettre au réel, il y a plein de possibilités. En France, tu as l'embarras du choix. Donc, tu peux faire entreprise individuelle, URL, SAS, après opter impôt sur le revenu, impôt société, c'est à voir au cas par cas. Mais en tout cas, tu déduis tes dépenses réelles et tu payes tes cotisations sur ce que tu as gagné réellement, quoi. Et du coup, on parlait des seuils. Est-ce que tu as en tête les seuils pour la micro-entreprise ? Oui, alors les seuils, ils sont élevés, ils sont très élevés. Moi, il y a quelques années, quand j'ai démarré mon activité, ils étaient vraiment très bas. Et ils ont été multipliés, je crois, par 5 quand il y a eu la bascule et l'augmentation des seuils. Donc, ils sont de 200. Si tu fais de la vente, c'est 203 000 €. Okay. Et si tu fais de la prestation de service, c'est 83 000 €. Ah, ça a même encore augmenté depuis que moi j'ai lancé. Okay. Ouais, tu vois, donc ils sont très élevés, donc tu peux... et autre chose, oui, il y a une chose intéressante là dont on n'a pas parlé, c'est que on passe en fait au réel, quand tu crées ton entreprise, tu vas passer au réel, donc sortir de la micro, si tu dépasses les seuils pendant 2 années consécutives. Donc c'est intéressant parce que quelqu'un... Par exemple, qui a vraiment très peu de dépenses, mais qui a du chiffre d'affaires, puis qu'éventuellement, il fait plus que ces seuils-là, il peut démarrer en micro et rester en micro pendant 2 ans. Okay. Et l'intérêt qu'il va y avoir, c'est que comme il n'a pas beaucoup de dépenses, d'être en micro, pour lui, ça peut être assez intéressant, puisque... il va payer moins de cotisations sociales quand même que s'il était au réel. Ça veut dire que si ton seuil est de 83 000, la première année, tu peux faire 150 000 par exemple. Ouais. C'est seulement si tu fais plus de 83 000 la deuxième année que tu es obligé de passer en... Voilà, c'est ça. Okay. Alors, je te prends un exemple simple. Quelqu'un qui démarre et qui sait qu'il va avoir tout de suite du chiffre d'affaires. Disons, il fait 100 000 €. Un consultant, il fait 100 000 €. Il a très peu de dépenses. En général, un consultant, il n'a pas beaucoup de dépenses. Donc, il va se mettre en micro. Cotisation sociale, il va payer à peu près 25 000 €. S'il était en entreprise individuelle ou réelle, il ne déduirait pas, disons qu'il n'avait pas de frais. Les cotisations sociales, ça va faire à peu près 33%. Donc, ça lui ferait 33 000 au lieu de 25 000 €. Bon, écoute, Jean-Luc, merci beaucoup. Et pour rappel, s'il y a besoin de prendre un rendez-vous avec toi, il y a le lien dans la bio. Ok, merci Kevin.